Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence Petite Enfance organisée par la mairie du 14e arrondissement. Donc aujourd'hui, le thème sera être et devenir parent. En l'occurrence, l'objectif, c'est de voir un peu comment renforcer les compétences parentales, comment dire non à son enfant, les liens parent-enfant. Et comme d'habitude, nous avons la chance d'accueillir une spécialiste du sujet, en la personne de Pauline Lotte. Merci, madame, d'être là à nouveau parmi nous, parce que vous êtes déjà venue. Et donc, vous êtes infirmière puéricultrice, consultante en parentalité et spécialiste du sommeil des bébés. Vous avez notamment exercé votre métier pendant 10 ans dans des services de pédiatrie, dans 7 ans en pédiatrie à l'hôpital Trousseau, où vous avez travaillé au quotidien en réanimation néonatale et pédiatrique, ainsi qu'en pédiatrie spécialisée. Vous avez ensuite été directrice de crèche pendant 1 an. Vous êtes donc indépendante depuis 5 ans et vous accompagnez les parents à travers de consultations et avec des ateliers aussi que vous organisez sur la parentalité, notamment sur le sommeil du tout petit. Je crois que vous aviez fait une conférence là-dessus d'ailleurs. Mariée, vous êtes maman d'une petite fille de 4 ans et vous êtes passionnée par votre travail. Merci d'être là à nouveau. Donc, on va vous laisser la main. Donc, je rappelle juste, la prochaine conférence aura lieu donc, le mercredi 3 avril, hein, parce que c'est toujours le premier mercredi de chaque mois à 13 heures, sur la santé et l'environnement en lien avec la périnatalité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces conférences sur le compte YouTube de la mairie du 14e arrondissement. Donc, n'hésitez pas aussi à les revisionner et à les diffuser auprès de votre entourage et des autres familles. Merci Pauline en tout cas. Donc, je vous laisse la main pour une bonne heure de conférence. Et un grand merci. Donc, je vous laisserai par la suite. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Je suis ravie effectivement de revenir avec vous aujourd'hui pour un autre sujet. Alors, je vais partager le petit diaporama, comme ça on aura un support. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas grand monde de connectés, mais vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre ou s'il y a des questions. L'objectif, c'est aussi de pouvoir répondre au maximum aux questions. Alors, je vous mets ça en pleine page, comme ça on est bon. Euh, voilà, alors l'idée effectivement de être et devenir parent, ben, c'est un sujet assez vaste. Donc voilà, on va essayer d'affiner les choses pour parler vraiment de pratico-pratique et qu'on ait un intérêt à rentrer dans le sujet, qu'on ne soit pas que théorique. Donc l'idée aujourd'hui, sous ce grand sujet, ben, on va parler un petit peu de développement des compétences parentales. C'est un grand terme, mais voilà, qu'est-ce qu'on met derrière ça et qu'est-ce que ça veut dire être compétent en tant que parent? Comment accompagner les émotions de l'enfant? Voilà, on parlait du nom, on parlait des liens parent-enfant et il y a un vrai enjeu autour de tout l'émotionnel et comment on accompagne dès tout petit les émotions de l'enfant, comment on verbalise, comment on le soutient dans tous ces apprentissages et aux périodes qui peuvent être aussi plus compliquées, toutes les périodes de crise émotionnelle et crise existentielle, si je peux dire, des tout petits. Voilà, comment on jongle avec ça au quotidien. Comment, au milieu de tout ça, on accompagne, mais on pose le cadre parce que bah voilà, le cadre pour l'enfant et les limites, même si c'est contraignant, bah c'est quand même la base pour que l'enfant puisse grandir et se construire. Et comment on fait l'équilibre de tout, parce qu'au final, c'est ça le plus difficile. Donc voilà, on va parler de théorie. Je vais essayer de vous donner aussi des petits exemples pratiques pour le quotidien, vraiment comment on s'en sort au quotidien. En fonction de l'âge de l'enfant et comment on met l'équilibre de tout ça pour arriver à trouver un équilibre familial qui est adapté à chaque personne de la famille. Donc voilà, c'est un grand sujet. Je vais cibler sur ces éléments-là parce que c'est un peu comme le sommeil. On pourrait parler pendant des heures de l'accompagnement des émotions et de tout ce qui est limite. Mais voilà, on va essayer de se centrer sur les choses importantes. Alors déjà, par compétence parentale, pour redéfinir un petit peu ces notions-là, être un parent compétent, ça ne veut pas dire être un parent parfait. Loin de là, on a tout à fait le droit d'être imparfait et je dirais même que c'est recommandé parce que si on est un parent parfait, alors déjà, ça n'existe pas. Deuxièmement, si on essaye d'être parfait à toute épreuve, ben on va aller vers l'épuisement parental et ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps bon sur tous les fronts. Forcément, on se trompe, forcément, on fait des erreurs, forcément, on se dit j'aurais pu mieux faire. Et c'est le job de parent, hein, c'est de se réinventer tous les jours, c'est mince,
euh, ouais, de se réinventer au fur et à mesure où l'enfant va grandir, puisque ce qui est vrai un jour pour l'enfant, ben, forcément dans 2 ou 3 jours, ben, ça fonctionnera plus et il faudra à nouveau trouver ce qui fonctionne pour notre enfant. Donc voilà, ça veut dire que tous les jours, il faut s'adapter. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça veut dire qu'il faut se réadapter sans cesse à notre enfant qui grandit. Donc forcément, on n'est pas parfait puisqu'on va tâtonner ben, tout au long de l'enfance. Et même quand l'enfant va grandir, on va toujours tâtonner. Et voilà, s'adapter au mieux à son enfant. Donc, on a le droit et c'est recommandé de ne pas être parfait. Et la deuxième notion par rapport à ce parent parfait, c'est que si on était parfait, ça veut dire qu'on enverrait le message à notre enfant que bah, il doit être parfait, qu'il n'a pas le droit de se tromper, qu'il n'a pas le droit à l'erreur, qu'il n'a pas le droit de se sentir moins bien selon les jours, qu'il n'a pas trop le droit aux émotions. Donc, au final, c'est pas ça qu'on veut transmettre à l'enfant. L'objectif en tant que parent, c'est de transmettre à son enfant que bah oui, dans la vie, on avance, on apprend, on se trompe, on fait mieux la fois d'après, on a des émotions et on apprend bah voilà, à les gérer, à faire avec. Chacun a son tempérament. Donc, en gros, c'est ça qu'on veut transmettre à son enfant. On veut que son enfant devienne autonome, qu'il apprenne à se connaître, qu'il sache faire avec qui il est, qu'il arrive à trouver des solutions pour avancer. Donc voilà, les compétences parentales, ça va être mais comment on arrive à transmettre tout ça à son enfant. Donc voilà, ça passe par tout ce qui va être communication et on va beaucoup en reparler pour les émotions, tout ce qui est vraiment verbalisation, accompagnement des émotions et tout ce qui est communication. Alors sur les tout petits, de la communication et de la verbalisation toute simple au quotidien. Et plus l'enfant va grandir, et bien plus on va pouvoir élaborer cette communication, écouter son enfant, c'est important. Et ça, je vais y revenir, reconnaître les émotions de son enfant, reconnaître ben, l'intérêt de ce qu'il dit. Tout ça, ça va l'aider à se sentir, bah, à se sentir exister. On reparlera aussi d'éducation positive. Alors, pareil, c'est un grand terme qui fait beaucoup débat, mais voilà, qu'est-ce qu'on met derrière cette éducation positive? Dans quel sens elle est, j'ai envie de dire, dans quel sens elle est positive, dans quel sens elle va aider l'enfant à grandir. Et voilà, et être un parent compétent, bah, c'est aussi savoir poser des limites à son enfant. Et ça, c'est pas forcément le plus simple parce que ben, des fois, on veut faire plaisir à l'enfant. On a l'impression qu'en disant oui, on fait plaisir à son enfant, sauf que faire plaisir au quotidien, dans l'instant, sur des petites choses matérielles, ben, c'est pas forcément rendre l'enfant heureux. Voilà, ben, c'est éliminer une crise. Oui, lui faire plaisir, il va être content parce qu'on lui a acheté un petit truc. Mais au final, c'est pas ça qui construit l'enfant. Ce qui construit l'enfant, c'est toute la communication, tout ce qu'on va le nourrir d'émotionnel, d'accompagnement. Et voilà, quand on sait lui poser son cadre, bah, au final, on l'aide aussi à grandir. Donc voilà un petit peu toutes les notions qui vont être derrière les compétences parentales et qu'on va essayer de détailler aujourd'hui. Donc voilà, donc ne pas être parfait, se tromper, ça, je vous en ai déjà parlé. S'adapter vraiment au quotidien et au fil du temps. Et aussi accepter que on n'est pas le parent bah, qu'on peut voir sur les réseaux, qu'on peut voir dans les magazines. Voilà, je parlais de parentalité positive face à ce parent qui, j'ai envie de dire, qui devrait être parfait au jour d'aujourd'hui. C'est un petit peu ce qu'on en lit, ce qu'on en voit. Voilà, qu'il faut pas trop dire non, qu'il faut verbaliser, qu'il faut accueillir les émotions. Il faudrait toujours être au top, sauf qu'en fait, on a le droit de pas être toujours au top. Et qu'on a aussi chacun notre propre personnalité, notre propre histoire. Et ça, notre histoire, elle joue aussi forcément sur l'éducation qu'on propose à nos enfants. On a aussi des convictions, on a des croyances. Donc voilà, on a aussi un tempérament plus ou moins calme, euh, plus ou moins réactif. Et tout ça, il faut en tenir compte et se dire, voilà, moi, qui je suis. Et forcément, comment je vais éduquer mon enfant, ce sera pas de la même manière que ma sœur, ma cousine, ma copine ou ma voisine, ou que ce qu'on dit dans les magazines, sur Instagram et je ne sais où. Parce que voilà, moi je suis unique, mon enfant est unique, et forcément, ben, je vais lui transmettre aussi des choses qui viennent de moi. Donc voilà, c'est aussi d'accepter que peut-être nous, on a des limites qui sont différentes de quelqu'un d'autre, que nous, on accepte certaines choses parce que voilà, pour nous, c'est OK et pour d'autres, ce serait pas OK. Donc voilà, c'est accepter d'être un être unique et d'éduquer son enfant avec vraiment cette base-là.
Il y a autant d'éducation qu'il y a de parents et qu'il y a d'enfants, et même dans une même fratrie, il peut y avoir des manières éducatives et des choses différentes parce que chaque enfant est différent, parce que nous, bah, au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, on n'est pas non plus la même personne, on n'est pas le même parent. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui vont venir jouer dans l'éducation de l'enfant et qui vont influer aussi sur ce qu'on va pouvoir proposer à notre enfant. Et accepter aussi que, voilà, on dit toujours, avant d'avoir des enfants, on avait des convictions, maintenant on est parents. Donc c'est assez vrai. C'est de se dire, c'est bien d'avoir voilà, un idéal, un objectif sur l'éducation, l'accompagnement de son enfant, et de se dire qu'après on fait comme on peut. On fait comme on peut en fonction du contexte, du moment, de l'enfant qu'on a en face de nous, des événements de la vie. Et parfois, voilà, on fait pas ce qu'on avait prévu, mais on fait comme on peut au quotidien. On essaye de faire le mieux possible, mais voilà, on n'est pas toujours au top et c'est normal et on est des humains. Donc voilà un peu, ça introduit le sujet, mais pour moi, c'est vraiment des notions importantes de se dire que bah, vraiment au quotidien, on fait comme on peut, on essaye de faire bien au maximum. Et je pense que voilà, chaque parent ou qui est là, ou qui écoutera cette conférence se dira, mais oui, on l'a tous vécu. Voilà, moi, je suis aussi maman d'une petite, donc j'ai aussi connu tous ces moments de crise, de se dire, mais voilà, pourquoi j'ai réagi de cette manière-là, ça n'a rien arrangé, c'est pas du tout ce que je me dis toujours que je dois faire. J'aurais jamais dû faire ça et on l'a tous vécu ces moments-là et de se dire ok, bon bah c'est tout, ça arrive, c'est comme ça. Comment je vais faire la prochaine fois et on reparlera des crises. Qu'est-ce qui a pu déclencher cette crise-là et comment la prochaine fois on peut faire mieux. Et peut-être que la prochaine fois on fera beaucoup mieux et peut-être que la prochaine fois on fera pas mieux parce que ce sera un moment difficile, parce qu'on sera fatigué, parce qu'il y aura autre chose en même temps. Donc voilà, on apprend de ce qu'on fait et on essaye effectivement de s'améliorer au fil du temps. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc vraiment, et parler des émotions de l'enfant, parce que c'est quand même un sujet, j'ai envie de dire, de base, hein, sur tout ce qui va être éducation et comment accompagner son enfant au quotidien. Les émotions de l'enfant, dès tout petit, plus on va les accompagner, plus on va reconnaître en fait que l'enfant est un individu à part entière. Et pour qu'on ait un enfant qui soit sécurisé, et ça fonctionne vraiment des tout bébés, c'est que plus on va lui mettre un cadre, alors cadre vraiment dans le sens cadre sécurisant, plus on va lui mettre de routine, repères à ce petit bébé, plus on va pouvoir lui expliquer les choses. Voilà, il y a des choses vraiment toutes simples du quotidien et ça, c'est un vrai travail qui est fait en crèche par les professionnels. Au lieu de prendre l'enfant et de l'emmener changer la couche sans le prévenir, en l'attrapant comme ça, mais juste de dire, bah viens, c'est l'heure de changer ta couche, je te porte, je te soulève, allez, viens, on va dans la salle de ben, on va faire tel et tel geste. Ça peut paraître très simple, voire bête, des fois sur des tout petits. Mais en fait, c'est important parce que ce bébé qui est posé au sol ou dans son transat ou quelque part, si on l'attrape sans rien lui dire, ça veut dire qu'à chaque fois, il va vivre des gros changements dans son corps, il va pas comprendre ce qui se passe, il n'a pas été prévenu. Et tout ça, c'est des petites choses, mais qui peuvent être insécurisantes si c'est comme ça toute la journée pour lui. Voilà, si on vient le moucher, on le prévient pas, hop, on lui attrape le nez avec un mouchoir. Alors, je prends vraiment des choses du quotidien, hein. Donc, toutes ces petites choses, si toute la journée, l'enfant, il vit des choses comme ça sans qu'on lui explique, sans qu'on lui prévienne, tout simplement, euh, bah il n'est pas le plus en sécurité possible. Si on vient juste poser des mots, lui dire à chaque fois ce qu'on va faire, bah voilà, il l'a entendu, il est prévenu, on fait les choses à la suite, on établit de la mine de rien, c'est tout simple, mais c'est le début de la communication et des échanges. Et on a un enfant qui va être quand même beaucoup plus sécurisé. Donc ça, c'est des petites choses, mais qui ont vraiment leur importance au quotidien. Après, tout ce qui va être routine et rituel, alors je ne vais pas le détailler ici parce que c'est pas le sujet, et c'est vrai que c'est plus un sujet dont je parle beaucoup en sommeil. Mais voilà, tout ce qu'on va pouvoir proposer au quotidien, les repères qu'on va proposer à l'enfant, l'organisation des journées, comment se passe voilà, le retour de la crèche, voilà, tout ce qu'on va pouvoir faire à la maison et qui va se ritualiser, j'ai envie de vous dire, tout seul, hein. Je suppose que vous changez toujours votre bébé à la même place ou aux deux mêmes places à la maison, que les repas se passent toujours à peu près au même endroit. Donc toutes ces choses-là, ça se met en place de manière assez naturelle en général. Mais pareil, plus l'enfant a de repères, plus il sait ce qui se passe dans sa vie, plus il est rassuré et plus c'est un enfant qui est sécurisé.
Et du coup, plus on va sécuriser un enfant et sans déborder sur le sujet, c'est un petit peu ce qu'on entend aussi et ce qu'on propose avec le maternage proximal, c'est que plus cet enfant il est sécurisé, il est accompagné, il est rassuré, il est porté, euh, et ben plus à un moment il peut éclore et partir explorer. On a encore beaucoup dans la société, on a une espèce d'ambivalence hein, sur les discours qu'on a. On a tout ce discours de maternage proximal euh, qui veut que les bébés soient allaités à la demande, soient portés, soient accompagnés non-stop. Et on a ce discours un peu plus à l'ancienne, si je peux dire, qui veut que les enfants soient posés, que les enfants dorment dans leur lit dès le début, qu'on les laisse pleurer, voilà, qu'on les autonomise rapidement, parce que sinon, bah, ils vont être des enfants pot de colle, ça va être des enfants qui sont toujours collés aux parents. Il y a quand même cette fausse croyance et encore cette angoisse que le bébé prenne des mauvaises habitudes, que le bébé soit tout le temps collé à son parent. Alors qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus l'enfant est accompagné au début, alors bien sûr, ça n'empêche pas de verbaliser, de l'encourager à découvrir, à faire des choses, mais plus on lui donne cette sécurisation, bah, plus il y a un moment, il sera nourri, il sera bien, il sera tranquille, et plus il pourra partir explorer et se détacher quand il sera prêt. Donc c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes, qu'on a le droit de porter son bébé autant qu'on veut, de l'accompagner autant qu'on veut, et que le jour où il se sentira bien, ben, il pourra partir. Et c'est pas pour autant qu'à 18 ans, il sera toujours collé à nous. Donc voilà, pas de stress sur tous ces accompagnements qu'on peut faire. Le tout petit a besoin d'être porté dans tous les sens du terme, hein, porté physiquement, porté au sens propre du terme, et porté aussi psychiquement, accompagné pour pouvoir être un petit enfant qui se construit et qui va bien. Et tout ce qui va être vraiment au niveau des émotions, c'est pareil, c'est un travail qu'on peut faire dès tout petit, c'est mettre des mots dessus. Le bébé, alors je ne parle pas forcément du bébé de quelques mois, mais dès qu'il grandisse un petit peu, qu'il y a le début de la frustration, l'enfant il sent qu'il se passe des choses dans son corps, il va réagir quand on lui prend un jouet, quand on l'a posé et que c'était pas le moment de le poser. Et plus on va mettre des mots dessus, tout simplement, pareil, en lui disant, ben, je vois que t'es pas content, mais voilà, je dois faire autre chose et je dois te poser. Mais j'ai vu que tu n'étais pas content, je l'entends. Après, pour X raisons, je peux peut-être pas te reprendre ou répondre à ton besoin, mais voilà, c'est entendu, c'est reconnu. Et même quand ils grandissent, des fois, on a l'impression qu'ils vont se frustrer pour des choses qui nous semblent vraiment minimes, pour la couleur de la gommette ou la couleur du vélo. Mais verbaliser et reconnaître l'émotion, c'est lui dire, bah oui, je vois que tu existes, et ok, tu voulais le vélo vert, et il reste que le rouge, et ok, je vois que tu n'es pas content. Et tu as le droit de pas être content. Mais voilà, après, bon, bah, peut-être que tu peux pas avoir le vélo vert pour l'instant, mais j'entends que t'es pas content, je l'accepte, et tu as le droit de pas être content. Et ça, c'est des petites choses qui font aussi leur effet parce que cet enfant, ça veut dire que ben, on reconnaît qu'il a le droit de s'exprimer et que c'est un intérêt ce qu'il ressent. Alors si cet enfant, alors bien sûr, il y a des fois on lui dira c'est rien et c'est voilà, on le fait tous en tant que parents, mais si cet enfant à chaque fois qu'il a une émotion, on lui dit allez c'est rien, arrête de pleurer, c'est pas grave, prends n'importe quel vélo, allez ça c'est rien, non je veux pas t'entendre pleurer. Ça veut dire que cet enfant à chaque fois qu'il a une émotion, on va lui dire écoute, range ton émotion. On ne veut pas en entendre parler, ça n'a pas d'intérêt. Et ça veut dire que c'est un enfant qui va se construire en se disant, bon, bah, j'ai pas trop le droit d'avoir des émotions. Mes émotions n'ont pas de sens, n'ont pas d'intérêt. Et en gros, faut que je les réprime à chaque fois. Alors, plus on l'autorise à les exprimer, plus il va pouvoir les connaître, plus il va pouvoir les gérer par la suite. Et plus c'est un enfant, si je peux dire, qui sera voilà, équilibré dans son corps et dans ses émotions. J'aime bien faire des petites comparaisons avec les adultes et vous verrez, je fais aussi des petites métaphores après dans le diaporama. J'ai toujours, c'est comme si un adulte, voilà, votre conjoint ou votre partenaire rentre un soir très énervé ou très triste, peu importe, et commence à vous dire, bah ouais, non, ça va pas ce soir, je suis vraiment pas bien, et que vous lui dites, non mais vas-y, tais-toi pour l'instant, on va manger, c'est pas grave, voilà, allez, c'est tout, on va pas en parler pour le moment. Bah, si à chaque fois que vous rentrez, que vous avez ces émotions-là et que les gens vous disent, bah non, mais là, c'est pas le moment, on n'en parle pas, écoute, c'est pas grave, passe à autre chose, tiens, je t'ai fait une bonne soupe, bah, vous vous sentirez carrément pas bien. Alors que si on vous dit, bah vas-y, je t'écoute, ah oui, je comprends, ouais, t'es pas content, effectivement, même si vous pouvez rien pour votre partenaire ou pour n'importe qui, hein, vous pouvez rien pour la personne, mais juste le fait de dire, ok, je t'écoute, je t'entends, je comprends, bah déjà, on se sent beaucoup mieux une fois qu'on a pu
extérioriser tout ça. Et le fait de se sentir écouté, ça fait aussi beaucoup de bien. Et du coup, c'est vraiment la même chose chez l'enfant, même pour des petites choses. Donc voilà, bien sûr, toujours en ayant. Alors, je vais vous donner un peu toutes les choses idéales, j'ai envie de dire aussi qu'on peut faire. Il y a des moments où on a l'énergie, on a le temps de le faire, et vous arriverez à être dans cette manière de faire, de dire bah oui, je vois que tu voulais telle gommette ou que là c'est pas possible, je t'explique et tout. Il y a des moments où ce sera voilà pas le bon moment, pas la bonne manière, ce sera la 10e crise de la journée. Chez des plus grands, hein, je parle notamment. Euh, et vous y arriverez pas et vous lui direz, ben, écoute, pour l'instant, voilà, c'est pas le moment et on passe à autre chose et il n'y a pas de mal, voilà, quand on n'arrive pas à le faire. Mais dans l'idéal, plus on arrivera vraiment à verbaliser, à reconnaître ses émotions, plus ça va aider l'enfant à grandir. Et plus par la suite, il pourra aussi les gérer lui-même. Voilà, et il se sentira, et ça c'est quelque chose qui est important aussi pour toute la suite. Moi, je n'accompagne pas les ados, mais c'est un autre sujet. Mais si on veut que ce dialogue il soit instauré, que la confiance elle soit là, ben en fait toute cette confiance, tout ce dialogue, tout ce lien, ben, il part quand même de la petite enfance. Et si depuis petit l'enfant on lui dit écoute c'est pas grave, écoute tes histoires d'école, voilà ça m'intéresse pas, et ça c'est pas le sujet, et on a des choses nous adultes plus importantes à dire. Mais c'est sûr qu'arrivé à l'adolescence, forcément cet enfant à qui on a toujours dit bon écoute voilà on n'a pas forcément le temps pour parler de tout ça. Ben, après, on va se dire, bah oui, mais tu me fais pas confiance, tu viens pas te confier à moi. Si on l'a cultivé depuis petit, alors je vous dis, l'adolescence n'est pas mon sujet et bien sûr, nos enfants peuvent changer et on sait jamais comment ils vont évoluer, mais plus on l'a mis en culture et plus on a entretenu voilà, cet équilibre familial, cette communication, bah, plus on a des chances quand même que ce soit ancré et que ça nous aide pour la suite aussi quand l'enfant va grandir. Donc, c'est, comme on dit, c'est de l'énergie de mise, c'est du temps passé, mais tout ce qu'on met comme énergie dans la petite enfance, bah, c'est des vraies valeurs et des vraies bases qui vont être là toute la vie. Donc, c'est quand même des choses importantes. N'hésitez pas, hein, s'il y a des petites questions ou des sujets que vous voulez relever, à m'interrompre. Alors après, tout ce qui va être émotionnel, ben, j'en ai pas mal parlé voilà, de la communication, de la verbalisation. Il y a aussi toute une notion d'empathie. Donc je parlais voilà, de la gommette ou de la couleur du vélo, c'est des sujets fréquents. Ça peut être aussi juste le plus petit à qui on a pris le jouet de la main et qui est complètement voilà, bloqué dans sa frustration parce que c'était le jouet qu'il avait dans la main. C'est de se dire vraiment que le cerveau de l'enfant n'est pas mature. Et je vais vous passer une toute petite vidéo après qui illustre bien ça. Le cerveau de l'enfant, il est vraiment gouverné par les émotions. Et donc, il réagit. Dès qu'il y a une émotion qui est là, il n'est pas en capacité de raisonner, de se dire est-ce que c'est une émotion importante, est-ce que je dois réagir ou non. C'est juste que le cerveau, il réagit par l'émotionnel. Donc, dès qu'il y a la moindre frustration, en fait, l'enfant explose. L'enfant peut être complètement débordé d'émotions. Et vraiment, ça, je dis toujours, c'est il faut se le remettre en tête en tant qu'adulte, parce que souvent, on va se dire, mais tu fais une crise pour rien. Et voilà, quand ça fait plusieurs crises dans la journée, des fois, voilà, on en a marre aussi. C'est compliqué à gérer pour nous. Et c'est là où nous, on peut aussi être débordé d'émotions. Et il y a un moment, c'est de se dire, en fait, c'est moi l'adulte, bah, c'est moi le seul qui peut redescendre. Voilà. Donc, si on y arrive, parce qu'il y a des fois, on n'y arrive pas, et oui, bien sûr, on va se mettre aussi à crier et on va s'énerver aussi, et c'est humain. Euh, mais c'est qu'en fait, plus on va être chacun énervé, plus on va faire monter l'autre. Donc, si à un moment, on arrive à se dire, OK, bon, bah là, en fait, je sais que toi, tu peux pas redescendre tout seul, je sais que tu peux pas t'apaiser tout seul. Et c'est à moi, l'adulte, entre guillemets, de prendre sur moi pour pouvoir t'accompagner. Et c'est ça qui va aider l'enfant à redescendre. Mais voilà, vraiment de se dire l'enfant ne manipule pas, l'enfant ne fait pas de caprice, l'enfant, il est juste complètement guidé, complètement débordé par ses émotions. D'où tous ces moments de frustration débordante qu'on peut avoir, qui sont des choses complètement normales dans le fonctionnement de l'enfant. Et il faudra attendre 6 7 ans avant que l'enfant vraiment puisse se réguler, s'apaiser, être mature sur le plan cérébral, sur le plan émotionnel. Donc vraiment, les premières années de l'enfance, ça explique pourquoi on a beaucoup de crises quand même autour des voilà, 2, 3, 4 ans, où tout sujet peut déborder. Et on reviendra un petit peu sur les déclencheurs aussi, mais voilà, on a aussi des périodes de la journée, des périodes de la vie où on sait que ça peut être plus compliqué aussi. Alors, vous allez revoir, on va voir la vidéo juste après, c'est quand l'enfant est
dans la crise, dans la frustration, dans l'émotion, les explications, elles servent pas à grand-chose parce que l'enfant, il est pas en mesure de les entendre. Donc l'idée, c'est déjà de l'aider à redescendre. Après, c'est intéressant, il y a des moments où, voilà, tiens, si on propose autre chose à l'enfant ou si on parle de nous, il y a des petites choses qui vont l'aider à sortir, qui vont l'intriguer, qui vont l'aider à sortir de ce moment de frustration. Et voilà, on parlait tout à l'heure de se mettre à sa place, de reconnaître les émotions. C'est aussi de pouvoir lui dire des fois, bah, oui, moi, ça m'arrive aussi des fois d'être comme ça parce que, bah oui, moi aussi, des fois, je suis contrariée, ou je suis triste, ou je suis en colère. Ou alors lui dire, bah voilà, je sais pas, allez, prenons toujours la gommette ou le vélo. Tu voulais cette gommette-là, bah, elle te plaisait, qu'est-ce que tu voulais en faire? Et c'est des choses toutes bêtes, mais en fait, on est toujours là-dedans, on est dans, je reconnais ton émotion, tiens, bah, t'as qu'à m'en parler. Je parle d'enfants qui savent parler, bien sûr. Et en fait, voilà, on va parler de tout ça, on va laisser un peu sortir toutes ces émotions-là. Dire aussi que nous, on peut avoir des émotions comme ça. Ben, tout ça, ça peut aussi aider l'enfant à se dire, bah, tiens, ok, il y en a d'autres qui vivent ça, où je suis reconnue dans mes émotions, et du coup, j'arrive aussi à m'apaiser plus facilement. Alors, voilà, la petite vidéo que je vais vous passer, ça s'appelle Le cerveau dans la main. Alors, c'est très imagé, mais une fois qu'on a ça en tête, bah, vous verrez qu'on comprend pas mal de choses. Donc, je vous la passe. Elle dure 4-5 minutes, je l'arrêterai peut-être avant la fin. Bonjour, je vais vous faire la démonstration du cerveau de Daniel Siegel. Daniel Siegel est un neuropsychiatre américain qui a modélisé le cerveau dans la main. Il utilise l'avant-bras comme étant la colonne vertébrale, et puis quand on rabat le pouce sur la paume de la main, c'est ce qu'il appelle le tronc cérébral ou le cerveau moyen, et c'est le siège, la partie limbique du cerveau, le siège des émotions et des réactions en cas de stress, soit l'attaque, l'immobilisation, la fuite. C'est la partie qui régule aussi toutes les fonctions automatiques comme la respiration, la digestion et toutes les émotions. Quand on rabat les doigts sur le cerveau, la partie de devant étant le front, c'est ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui permet de raisonner, de penser, de décider. Et la partie sur les ongles, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions supérieures du cerveau. Le cortex préfrontal permet la régulation des émotions, permet la moralité, la prise de décision, l'organisation, la logique. C'est vraiment toutes les parties qui sont très importantes au niveau de l'intelligence du cerveau et de la prise de décision. Lorsqu'on est en colère, ce qui se passe dans le cerveau, c'est ça. On est déconnecté de notre capacité à s'organiser, de notre capacité à être logique, de notre moralité, de notre empathie, de notre flexibilité. Et on est en prise directe à notre stress, à notre réaction en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Physiologiquement dans le cerveau, on est donc incapable de raisonner, on est incapable d'être logique, on est incapable de prendre des décisions. Donc, ce qu'on propose en discipline positive, c'est de prendre un temps pour se recentrer. Juste le temps que le cerveau puisse avoir accès de nouveau à toutes ces fonctions supérieures du cerveau, soit l'organisation, la moralité, l'empathie, la prise de décision, la logique et la capacité à trouver des solutions. Il existe un phénomène qui s'appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui fait que quand on ouvre la bouche, qu'on donne à manger à un bébé, le bébé ouvre la bouche. Quand on bâille, la personne en face de nous bâille. C'est situé à cet endroit-là dans le cerveau. Et ces neurones miroirs font que lorsqu'on est en colère, qu'on est en réaction de stress, la personne en face de nous, en 10 secondes, est dans le même état. J'arrive le soir à la maison et mon fils laisse traîner ses chaussures. Si j'ai une journée moindrement fatigante, chargée de stress et d'émotions, il y a toutes les chances qu'en 10 secondes, je sois comme ça. Je commence à crier, à lui dire comment t'as pas rangé tes chaussures, j'ai failli me casser la figure.
Et en 10 secondes, lui est comme ça. Et là, c'est l'escalade. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce qu'on propose en discipline positive, c'est un temps pour se recentrer. Ce temps, on l'appelle le temps de pause. Donc, c'est de prendre un moment pour avoir de nouveau accès à notre capacité à raisonner, à notre logique, à notre empathie, à notre moralité, à notre capacité à prendre des décisions. Enfin, pour les adolescents, il a été démontré scientifiquement que les connexions neuronales ne sont pas terminées. L'adolescent est donc comme ça. Il est beaucoup plus facilement en prise directe à ses émotions et à ses réactions en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation, et que beaucoup plus facilement il se déconnecte et beaucoup plus facilement il perd donc son empathie, sa moralité, son raisonnement, sa logique. Ce qui peut expliquer parfois certaines prises de risques. Le cerveau de l'adolescent et ses connexions se terminent à 25 ans. Voilà, donc c'était vraiment un petit modèle, mais qui, même si on prend pas, je vous ai tout laissé parce que je trouve que tout est intéressant, c'est vraiment d'avoir ça en tête hein, quand l'enfant explose. Alors, quel que soit l'âge, quel que soit le motif, j'ai envie de dire que dès 9 10 mois, on peut avoir des petits bébés qui vont être dans la frustration quand on leur a enlevé quelque chose, enlevé la cuillère ou dit non pour quelque chose. C'est vraiment d'avoir cette idée de, OK, le cerveau, là, il est déconnecté. Donc, et c'est valable chez les plus grands, je peux expliquer, je peux faire ce que je veux. Là, il n'est pas en capacité de m'entendre. Et je vais l'aider à redescendre et on va en parler un petit peu après. Mais déjà, j'aide mon enfant à redescendre, à se réapaiser. Après, on peut parler, après, on peut expliquer. Mais voilà, se remettre ça dans la tête en tant qu'adulte, c'est important. Et j'ai envie de dire qu'on peut s'en servir aussi au quotidien en tant qu'adulte. Donc voilà, donc pour parler un petit peu de tout ce que je l'avais abordé juste avant, les déclencheurs des crises, donc c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont plus propices à déclencher les crises. Donc toute la période, alors ce fameux terrible two, j'aime pas trop l'appellation parce que c'est terrible au quotidien, mais c'est parce que l'enfant grandit. Donc voilà, c'est plus de dire la période d'opposition, la période où l'enfant bah, commence à s'affirmer et à comprendre qu'il est un petit être. Donc voilà, ça commence souvent autour des 18 mois, 2 ans, ça peut être jusqu'à 3 ans, 4 ans, variable selon les enfants, mais on a quand même cette période assez charnière sur le développement qui est forcément plus propice aux crises. On a vraiment la fatigue. Un enfant fatigué, c'est un enfant qui va, j'ai envie de dire, exploser pour tout. Et c'est valable chez nous adultes, hein, quand on se remémore des moments où on est très fatigué, on est déclenché par tout et rien. On est quand même beaucoup plus réactif, beaucoup plus agressif, beaucoup plus sur la défensive, comme on dit. Donc on s'imagine qu'en plus, le bébé ou l'enfant qui a du mal à se connecter, à raisonner, ben forcément, l'enfant fatigué, il déborde et il explose pour tout. Donc, ça explique aussi que fin de journée de crèche, fin de journée d'école, souvent c'est ce qu'on est, c'est qu'on est figure d'attachement aussi. Donc, l'enfant va se permettre des choses avec nous. Donc, on lui dit non quand on vient le chercher pour aller, le classique, non pour le bout de pain ou le gâteau à la sortie de la journée, ou mettre tes chaussures maintenant parce qu'on y va. Et en fait, c'est peut-être juste le 25e truc où on lui dit non parce que le copain lui a pris son truc parce que on lui a dit non pour ça parce que il a à peu près réussi à passer la journée et quand nous on arrive, on est figure d'attachement et on lui redit non pour quelque chose, c'est là où l'enfant se déclenche complètement. Donc voilà, donc fin de journée, pas mal de stimulation plus la fatigue, égale on a un combo gagnant. Hein. Donc après, c'est aussi de se dire, voilà, il y a des moments comme ça où on sait que c'est des moments de tension, j'ai envie de dire, on sait que c'est des moments qui peuvent bah, être déclenchés assez vite. Donc dans ces cas-là, ben, on fait comme on peut. Il y a des fois où on sait que la crise, elle va forcément arriver et au final, la crise, elle permet d'exploser, elle permet de lâcher quand même pas mal de choses et des fois, ça va mieux après. Donc bah, si elle arrive, elle arrive. Et puis sinon, voilà, selon les sujets, on va y revenir un peu sur les limites, mais... bah voilà, on fait preuve aussi de souplesse et on reverra ça aussi. On essaie d'y aller par le jeu, par le ludique, par toutes ces choses-là, en disant ça passera mieux que si on pose la contrainte dès qu'on trouve l'enfant. Donc voilà, c'est des périodes où on y va
un peu plus à pas de velours, si je peux dire. Il y a tout ce qui va être les moments de rupture, vraiment d'arrêt d'activité. Alors que ce soit les journées de crèche, d'école, mais à la maison, on le voit souvent quand l'enfant était en train de jouer, puis tout d'un coup, on lui dit, ah, c'est l'heure de se préparer, c'est l'heure de la douche, c'est l'heure de faire autre chose. En fait, à chaque fois qu'on va arrêter l'enfant, qu'on va contraindre l'enfant, euh, on, on est vraiment sujet de déclencheur de crise. Donc, on reviendra hein, sur tous ces jeux, mais tout ce qui va pouvoir faire des transitions va vraiment aider l'enfant. Et puis tout ce qui va être changement, tout ce qui va insécuriser l'enfant, voilà, je parlais beaucoup de sécurité affective tout à l'heure. Donc tous les changements d'habitude, d'environnement, de déménagement, de changement de mode de garde, voilà, tout ça, l'enfant va sentir les choses, va se sentir un peu moins en sécurité et ça peut être plus déclencheur de crise aussi. Donc voilà, donc après, dans l'idéal, mais plus on aura un rythme de vie assez posé, assez cadré, plus ça facilite les choses pour l'enfant. Après, les moments où ça bouge, ben, c'est la vie. Mais plus on l'explique, plus on anticipe les choses, plus l'enfant est préparé, ben, plus ça se passe bien. Euh, voilà, rester souple aussi selon les moments et puis avoir des petites solutions de rechange. On se dit, voilà, on fait aussi comme on peut et on essaye aussi que ça se passe bien, sans lâcher surtout. Et puis quand la crise arrive, bon, bah, voilà, c'est ce qu'on disait, on essaye de la faire redescendre, on accompagne. Et puis souvent, après, ça a libéré pas mal de choses et assez souvent, ça va mieux après aussi. Pardon. Alors, tout ce qui va être vraiment sur l'accompagnement pur des émotions et des moments un peu compliqués, bah, bien sûr, on va... pardon, qu'est-ce que j'ai fait? On va s'adapter à l'âge de l'enfant parce que voilà, le bébé de 10-11 mois, ce sera pas du tout pareil que l'enfant de 3-4 ans. Donc, ce petit bébé de 10-11 mois, à part voilà, du câlin, de l'accompagnement, de la verbalisation, c'est un peu les outils qu'on va avoir. Et puis plus l'enfant va grandir, plus l'intensité des émotions peut être forte. Euh, Plus on va pouvoir lui permettre un peu d'avoir des petits moyens pour extérioriser. Alors, à tester, à adapter selon vous. Qu'est-ce que vous autorisez, j'ai envie de dire, ou non, et ce qui vous parle ou non, selon ce qui fonctionne pour votre enfant. Mais c'est sûr que la crise, à un moment, elle sort en physique et il faut que l'enfant puisse extérioriser. Donc, il y a des enfants qui auront besoin de voilà, taper, il y a les fameux coussins de la colère, là, taper sur un coussin ou sur un canapé ou quelque chose pour que ça sorte. Mais voilà, on canalise les choses, hein. On tape ni papa, ni maman, ni copain, ni gars professionnel. Si on tape, c'est le doudou, le coussin ou quelque chose comme ça. On canalise, on autorise, mais on canalise. Il y a des enfants pour qui ça passera mieux en disant voilà. Alors attention, sans parler de punition, pareil, on va en reparler. Mais vraiment le petit temps au calme, en disant voilà, tu t'assois là, ou dans un coin de la pièce, ou même à côté de vous, mais tu t'assois, tu te calmes et après on verra. Des fois, ça permet aussi le retour au calme. Et souvent, ce qui peut aussi bien marcher, c'est le câlin en contenant assez fermement, si je peux dire, alors sans violence, hein, mais vraiment en contenant l'enfant pour lui faire comprendre aussi qu'il est, voilà, il est accompagné, il est contenu, bah, qu'on aide un peu la cocotte minute à redescendre, ça peut aussi aider. Et ça, c'est vraiment à voir selon les enfants. Mais voilà, au fur et à mesure, vous tâtonnerez et puis vous comprendrez, OK, avec mon enfant, ça marche plutôt bien. Euh, et vous verrez que plus l'enfant grandit, plus il va comprendre ce qui marche pour lui. Et plus vous aurez fait ce job de verbaliser, de reconnaître les émotions, de les accompagner, ben, il y a un jour, il y a une belle récompense quand votre enfant vient vous dire, ben voilà, là j'ai besoin de ça parce que je sens que ça va pas ou je sens que j'ai une crise. Voilà, l'enfant est capable de reconnaître la crise, l'enfant est capable de reconnaître son émotion et de reconnaître qu'est-ce qui va me faire du bien. Ben, c'est que voilà, tous les efforts et toute l'énergie que vous y avez mis, ben, il y a un moment, ça paye, il y a vraiment du résultat. Voilà, sur les plus grands, ouais, à partir de 3-4 ans, même 2 ans et demi, hein, c'est bien de pouvoir en reparler avec eux après. Voilà, il y a eu un moment de tension, il y a eu de la frustration, de dire, bah voilà, je vois qu'il s'est passé ça ou ça, qu'est-ce que tu as ressenti si l'enfant arrive à le dire? Et sur les plus grands, mais comment on peut faire la prochaine fois pour que ça se passe autrement? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Voilà. Des fois, l'enfant, il va aussi vous dire des choses hyper intéressantes. Donc, je parle vraiment de voilà, grande section. Si on est sur les enfants de crèche, section des grands en crèche, et puis après l'arrivée à l'école. Les enfants, des fois, peuvent vous dire des choses toutes simples, mais en fait, vraiment qu'ils ont ressenti, et on se dit, OK, voilà, ben, la prochaine fois, on va pouvoir essayer de faire comme ça ou comme ça.
Et c'est intéressant parce que ça nous aide aussi à les accompagner. Et on commence à être aussi dans la coopération, dans la complicité. Et plus on arrive à mettre ça en place, au final, plus c'est aidant aussi pour la suite. Alors, tout ce qui est limite, vous allez vous demander qu'est-ce que mes plants de tomates font là. Mais j'aime bien les plants de tomates. Donc voilà, donc on a parlé vraiment d'émotionnel et d'accompagnement émotionnel. En parallèle de tout ça, on a aussi la pose du fameux cadre, des limites, du non, parce que ça va aussi aider l'enfant à construire. Alors, bien sûr, ça va nous déclencher des crises, mais il faut passer par là pour que l'enfant puisse se construire. Et c'est pour ça que j'en reviens à mon plan de tomates. C'est très métaphore, mais l'enfant à qui on pose pas de limite, à qui on dit pas non, ben voilà, pour pas le contrarier, pour lui faire plaisir, on lui dit toujours oui. C'est que si on compare l'enfant à un plant de tomate, ce plant de tomate, si on lui met pas un tuteur, donc le tuteur, il va contraindre le plant de tomate, mais en même temps, c'est uniquement grâce au tuteur que le plant de tomate va pouvoir grandir et se développer. Le plant de tomate qui n'a pas de tuteur, c'est un plant de tomate qui reste au sol et qui n'arrive pas à grandir et qui n'arrive pas à se développer. Et j'aime bien cette image quand même, parce que voilà, oui, bien sûr, ça contraint une limite. Mais en même temps, c'est ce qui donne le guide, en fait, dans la vie et c'est ce qui permet de pouvoir avancer. Donc voilà, il y a le plan de tomate, il y a la fameuse clôture du jardin. En faisant la clôture au fond de notre jardin, bah, elle nous limite, hein, parce que notre jardin, bah, du coup, on ne peut pas aller plus loin que la clôture. Et en même temps, c'est parce que notre clôture, elle est bien et qu'elle n'a pas de trou qu'on est en sécurité. C'est parce qu'il n'y a pas de faille dans cette clôture. Donc voilà, la limite, elle est contraignante, mais elle est rassurante et elle permet de se développer. Donc, c'est deux petites images, mais je trouve qu'ils sont quand même très parlantes et qui expliquent vraiment l'intérêt que l'enfant il ait un cadre et des limites. Alors, après, c'est pareil, c'est d'avoir en tête que on ne peut pas avoir des limites et des règles en fait pour tout. Surtout les périodes où l'enfant est encore petit. Là, je pense plus aux enfants qui ont allez, 12-18 mois qui sont dans la découverte. L'enfant, il a besoin de découvrir son environnement, il a besoin de comprendre comment le monde fonctionne. Voilà, on en revient à je veux aller toucher la prise électrique, je veux aller faire ça, je vais aller ouvrir et fermer le placard, je vais aller vider le placard. Il découvre le monde, il découvre la logique, comment ça fonctionne et tout ça. Ces enfants-là, alors je prends vraiment cette tranche d'âge parce qu'ils sont en pleine découverte. Euh, Si en fait il y a des règles partout dans la maison, bien sûr les prises électriques c'est non, question de sécurité. Bien sûr monter sur la table de salle à manger qui est à 1 mètre de haut c'est non, question de sécurité. Voilà, toutes ces règles-là, sécurité de l'enfant, santé de l'enfant, c'est non négociable. Que l'enfant soit content, pas content ou fasse une crise, c'est non négociable. Après, sur les autres règles, c'est de se dire que si vous mettez des règles partout, non, on n'ouvre pas les placards, non, on ne sort pas les tupperwares, non, on ne touche pas la brosse à cheveux, non, on ne touche pas le panier, non. En fait, vous allez passer votre vie à dire non. L'enfant, plus vous lui dites non, bah, plus il va être frustré. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un enfant frustré toute la journée qui va toujours aller chercher à toucher autre chose. Et en fait, on reste dans un contexte qui est compliqué parce qu'il y a trop de règles. Donc l'idée, c'est de mettre des règles, voilà, des règles en place qui sont importantes, santé, sécurité, des règles qui sont importantes pour vous. Il y a des parents qui vont tolérer, je ne sais pas, que l'enfant joue avec tel ou tel objet de la maison, d'autres parents pour qui ça, ce sera non. Des parents qui vont tolérer que l'enfant monte sur le canapé et vont lui apprendre, et d'autres parents pour qui ce sera non, pas tout seul. Donc, il y a vos convictions, il y a votre mode de vie, il y a la sécurité de votre logement, il y a plein de choses qui jouent. Mais c'est vraiment de se poser la question de est-ce qu'il y a un intérêt à dire non? Est-ce qu'en fait, et ça c'est encore autre chose, mais il vaut pas mieux que j'apprenne à mon enfant à monter et descendre du canapé tout seul, plutôt que de lui dire non, mais de toute façon, il le fera un jour et au final, sans que je le voie, et ce sera plus dangereux qu'autre chose. Et sur les petites choses du quotidien, là, je prends cet exemple de placard à Tupperware parce que c'est un grand classique. Bah, si dans la cuisine, il n'a pas le droit de toucher certaines choses, bah, ok, ce placard-là où il n'y a que des trucs en plastique, bah, je lui laisse en accès libre. Voilà, c'est le placard qui a le droit d'ouvrir, c'est le placard qui a le droit de vider, remplir. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enjeu de sécurité, il n'y a pas d'enjeu éducatif. On lui permet de la découverte et on trouve un équilibre en fait entre voilà, les règles qui sont importantes et sur d'autres sujets sans importance, bah oui, là, on laisse faire. Donc voilà, pareil, je reviens avec mes petites images, mais je trouve toujours ça hyper parlant. C'est un peu comme l'open space, voilà, il y a des règles, il y a un cadre autour. Après, que vous vous mettiez à une place, à une autre, mais ça, c'est OK. Par contre, vous restez à votre étage, dans votre entreprise. Et voilà, on a un cadre autour et à l'intérieur du cadre, bah, on dessine un peu les limites comme on en a envie. Mais voilà, vraiment se dire que c'est le job de l'enfant de découvrir la vie, de toucher, de comprendre. Et plus on va lui dire non, ben,
plus il va aller voir ailleurs, parce que s'il est contraint pour tout, ben, il y a un moment, il ne sera jamais satisfait pour sa curiosité. Et à l'inverse, s'il n'y a jamais de non, bah, c'est un peu comme s'il y a des failles dans la clôture, bah, on ne sait plus trop où est la limite du terrain. Donc il va chercher ces clôtures-là, ces limites-là, parce qu'il en a besoin pour grandir. Donc en fait, plus vous dites oui à un enfant, c'est souvent ce qu'on dit chez les plus grands, c'est que plus on leur autorise de choses, plus on a l'impression qu'ils sont casse-pieds, qu'ils en ont jamais assez. C'est qu'en fait, plus il semble qu'il y a des failles, bah, plus ils essayent. Tiens, bah, maman, elle m'a acheté ça au supermarché. Tiens, papa, il dit oui pour ça. Tiens, bah, je vais demander encore plus et encore plus. Et j'ai le droit à un bonbon et j'ai le droit à un machin. Et en fait, elle est où la limite? Et ils vont aller voir jusque, bah, tiens, ça, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller. Où est la limite et à quel moment ça doit s'arrêter? Donc voilà, c'est pour ça que moins les enfants ont de limites, au final, plus ils testent, plus il peut y avoir de crises. Et on va revenir, mais ce qui est important, c'est que les limites, elles soient voilà, régulières, cohérentes, et que ce soit toujours les mêmes pour que l'enfant sache où il va et sache ce qu'il a le droit de faire. Donc voilà, bon, bah, je vous ai déjà pas mal parlé de tout ça. Quelque chose qui est important aussi, c'est que quand on dit non, bah, c'est bien de se dire il faut le tenir. C'est l'exemple bateau de non pour le gâteau ou non pour le bout de pain à la boulangerie. Je te dis non une fois, deux fois, trois fois, ça déclenche la crise. Bon, bah, tout compte fait, je te dis oui. C'est pareil, on l'a tous fait à certains moments, il n'y a pas de gravité, mais du coup, si c'est comme ça à chaque fois, ça veut dire qu'on renforce le comportement de l'enfant. Bon, bah, c'est-à-dire que si je fais une crise, j'ai mon bout de pain ou j'ai mon truc dans le magasin, bah égal, je sais ce qui fonctionne. Donc quand on a dit non, le mieux c'est de se dire, bah non, j'ai dit non. Voilà, c'est dit, c'est posé, je tiens mon discours jusqu'au bout. Je suis cohérent et l'enfant peut avoir confiance. Quand on dit quelque chose, on va jusqu'au bout, même si c'est contraignant. Mais ça veut dire que quand on lui dit le matin, je viens de chercher à la crèche, bah, on ira jusqu'au bout et on viendra le chercher à la crèche. Donc c'est aussi tout notre discours bah, qui est validé quand on fait ça. Donc c'est important de se dire, voilà, une fois qu'on a dit les choses, on essaye de s'y tenir au maximum et on essaye d'être cohérent. Parce que si un jour on dit oui, le lendemain on dit non sans raison, le surlendemain papa dit encore autre chose, bah, c'est que l'enfant il saura jamais s'il peut pas, et on en revient toujours au fait qu'il va essayer encore plus. Alors que dans l'idéal, si on a le même discours en tant que parent, ou alors les choses sont posées, maman elle dit telle chose, papa il dit telle chose, et voilà, chacun a sa manière de faire, mais c'est toujours cohérent. C'est vraiment ça que l'enfant va chercher, hein. Il va essayer tous les jours. Ah ouais, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même discours. Bon, bah, ok, j'ai plus besoin d'essayer, je sais exactement ce que j'ai le droit de faire. Donc voilà, et le fait que l'enfant ne manipule pas, qu'il n'y a pas de caprice, ça c'est vraiment important à avoir en tête. Parce que souvent on a l'impression que c'est ça, hein, quand un enfant, voilà, je vous parlais de la gommette, du bout de pain, et qui part en crise terrible, à l'enfant qui a 2 ans et demi, 3 ans, en roulé par terre parce qu'on a dit non au gâteau, on se dit mais oui, c'est du caprice. Non, c'est pas du caprice, c'est juste qu'il était complètement débordé, peut-être fatigué, peut-être on lui a déjà 4 fois dit non avant pour autre chose. Et là, c'est la cinquième, et là, il déborde. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas de caprice dans le sens il ne le fait pas exprès, c'est juste qu'il ne gère pas. Et que l'apprentissage des règles, ben, ça va vous demander de la répétition, la répétition, la répétition, encore et encore. Et encore au fil des années, parce que voilà, l'enfant bah, essaye, et il faut le temps que ce soit intégré. Euh, donc oui, on répète beaucoup. Je n'ai pas fait de pause pour savoir s'il y avait des questions. On a principalement Hélène, du coup. Ça va, il n'y a pas de questions particulières. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, sinon je parle, je parle. Me revoilà encore avec des petites images. C'était plus pour illustrer un peu tout ce qui était bah, des règles cohérentes et des règles régulières. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce qu'il y a des fois où, voilà, c'est un peu ce qu'elle disait dans la vidéo, on est aussi fatigué et on a aussi nos émotions, notre vécu. Et des fois, voilà, à 18 h se dire, bon, je dois encore prendre sur moi, accompagner la crise, faire du jeu, faire des choses comme ça, parce que ça peut être compliqué. Donc, des fois, on a juste envie de dire oui pour, comme on dit, acheter la paix. Voilà, si c'est des choses ponctuelles, il n'y a pas de gravité, mais c'est bien de réexpliquer à chaque fois à l'enfant, OK, là, il y a une exception ou là, il y a quelque chose.
Mais vraiment, dans l'idée, plus vos règles, elles vont être les mêmes tous les jours, de la même manière. Plus c'est cohérent, plus l'enfant sait où il va. Et voilà, je trouvais ces petites images de route assez intéressantes. C'est que voilà, vous avez un carrefour avec des routes qui passent de tous les côtés. Vous avez du mal à savoir où vous devez aller. C'est un peu comme quand le GPS vous montre des petites routes au milieu de plein de routes, on est un peu paumé. Si vous avez des routes qui sont bien balisées, vous savez où vous allez, bah, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de risques d'erreurs, de crises et tout ça. Euh, donc voilà, ça facilite quand même les choses. Et plus vous êtes cohérent en tant que parent, plus vous êtes entendu sur qu'est-ce qu'on autorise ou pas. Et s'il y en a un qui a dit non, ben, l'autre vient renforcer le non au lieu de dire bon, bah, moi je dis oui. En fait, c'est pareil, plus votre discours il est validé, plus il y a de confiance et mieux ça se passe. Et voilà, et quand il y a des exceptions, il y a des exceptions, c'est essayer. Les enfants ont du mal avec les exceptions dans le sens où bah, si on leur dit oui un jour pour, allez, je pense au plus grand, le bonbon, le gâteau, le machin, dormir dans le lit parental, euh, pour l'enfant, tout ce qui est agréable, bah, le lendemain, il va pas comprendre pourquoi c'est non. Donc souvent, voilà, ça peut être dur quand on repose l'habitude. C'est bien d'expliquer à l'enfant que voilà, ce soir, si tu dors dans le lit parental, c'est parce que tu es malade, parce qu'on est, je sais pas, chez papy, mamie, on est en week-end, on est à l'hôtel. Ok, il y a ce cadre-là, ce contexte-là qui fait que c'est l'exception. Demain, quand on rentre à la maison, on reprend les habitudes, on repose les choses, tout comme, je sais pas, le gâteau au chocolat au petit-déj, le bonbon au goûter. Voilà, c'est exceptionnel, c'est journée en famille, c'est machin. Demain, on reprend les habitudes. Et ça, c'est important de le verbaliser, sinon on a des enfants qui vont revouloir les choses après. Et c'est encore à nouveau un déclencheur de crise. Alors après, comment on trouve un peu l'équilibre dans tout ça? Ben on va en revenir vraiment sur tout ce qui est communication, parce que c'est un peu la clé de tout, hein, c'est que plus on passe de temps à écouter son enfant, voilà, je vous l'ai pas mal dit, mais à respecter ce qu'il dit, à écouter ce qu'il dit, à respecter ses émotions, ben, plus il se sent un petit être reconnu, plus il se sent en confiance, et plus ça facilite les choses par la suite. Et tout ce qui va bien marcher aussi, c'est toute la coopération qu'on peut mettre en place avec son enfant. Donc ça, dès tout petit, ça peut se faire dès qu'ils ont, allez, je vais dire 15, 18 mois. Alors bien sûr, à leur niveau, hein, mais faire les petites choses ensemble, toutes les petites choses du quotidien. Alors, c'est des exemples bateaux qu'on prend toujours, mais c'est pas grave. Ça fonctionne bien. Sortir le linge ensemble de la machine, lui faire ramener ses couverts ou son bol sur la table, je sais pas, tirer sur, détendre les chaussettes, toutes ces petites choses-là, lui faire prendre le paquet de pâtes au supermarché. Ben, en fait, ça veut dire qu'on fait ensemble, qu'on reconnaît qu'il peut faire des choses. Et tout ça, c'est intéressant pour lui. Ça le fait que être valorisé, se sentir valorisé en fait. Et plus ils sont grands, plus voilà, on fait ensemble, plus on les inclut dans les décisions. Alors, des petites décisions, des décisions de leur âge, hein. Mais voilà, sur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils veulent comme dessert ce midi, quelle couleur de chaussettes on met ce matin. Pour les plus grands, voilà, où est-ce qu'on va balader ce week-end. Toutes ces petites choses-là, ça veut dire que bah, c'est des choix familiaux qu'on fait ensemble et que c'est pas toujours l'adulte qui impose à l'enfant. Euh, bah voilà. Sur l'équilibre familial et sur la communication, c'est des choses qui sont aidantes. Et vraiment, plus on le reconnaît en tant qu'individu à part entière, plus l'enfant se sent bien et plus ça aide l'équilibre familial. Alors, attendez, ouais, j'en ai parlé après du jeu. Ça, c'est des choses importantes aussi quand on parle de crise. Alors, un petit mot, voilà, pour reparler un petit peu d'éducation positive, parce que c'est une grande notion dont on entend parler depuis quelques années, qui fait beaucoup débat parce que c'est qu'est-ce qu'on met derrière cette approche, la vision un peu erronée, j'ai envie de dire qu'on a de l'éducation positive, c'est que c'est une éducation permissive. Au final, où on contredit pas l'enfant, où on contrarie pas l'enfant, voilà, ou comme on dit, on en fait des enfants rois. C'est pas du tout l'objectif de l'éducation positive. L'éducation positive, c'est vraiment de faire avec l'enfant, bah, l'aider à se sentir, voilà, un individu acteur et l'aider aussi à trouver des solutions, l'aider à devenir autonome. Donc oui, l'idée de l'éducation positive, c'est que on accompagne les émotions, on aide, qu'on est à l'inverse de d'imposer les choses, de punir. On va essayer d'être sur des choses de logique et d'aider l'enfant vraiment
à penser par lui-même. Alors, je vous dis toujours en adaptation avec son âge, bien sûr, hein. Mais vraiment renforcer les compétences de l'enfant. Et c'est ça l'objectif de l'éducation positive. C'est pas une éducation magique où on a des enfants qui font jamais de crise et où tout se passe bien. C'est pas non plus de pas mettre de limites et d'autoriser l'enfant à tout faire. Et c'est pas non plus d'être le parent parfait qui va ne jamais dire non, tourner les phrases uniquement en positif. Enfin, ça, c'est l'image un peu erronée toujours qu'on véhicule. Mais non, l'éducation positive, bah, c'est un peu tout ce qu'on a vu, hein. Il y a des limites et tout. Pour autant, on explique à l'enfant, on l'accompagne, on fait ensemble. Voilà, il y a aussi un peu une approche Montessori aussi dans tout ça. C'est on va développer l'autonomie de notre enfant. Mais voilà, il y a quand même les règles, et il y a quand même bah, cette construction qu'on va l'aider à faire. Donc voilà, c'est plus ça qu'on entend dans l'éducation positive. Et je vous parlais tout à l'heure, chez les plus grands, on proposait à l'enfant de mais qu'est-ce qui a pu déclencher la crise et qu'est-ce que tu proposes comme solution. Et c'est vrai qu'arrive à 3 ans, allez, 3 4 ans, ils arrivent à nous sortir des choses parce qu'ils ont ressenti des choses et parce qu'en fait, on n'y avait pas forcément pensé. Et qu'ils peuvent nous dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça, ou moi ça c'était compliqué. Et ok, bah, on construit les choses ensemble et comment on fait la prochaine fois. Et ça, c'est des clés vraiment qui sont intéressantes. Donc voilà, donc je parlais beaucoup effectivement de s'adapter à l'âge et au développement de l'enfant. Euh, et tout à l'heure, je parlais beaucoup des transitions et des ruptures qui peuvent déclencher les crises ou quand l'enfant a besoin de découvrir le monde. Donc c'est de se dire, alors oui, ça c'est vraiment tout ce qu'on entend par éducation positive et ça marche bien. C'est de dire que cet enfant qui a besoin de découvrir par exemple, qui est dans le besoin de motricité, là, l'enfant de 15 18 mois qui a besoin de grimper partout, c'est que c'est un besoin de son corps de découvrir sa motricité, de découvrir ses capacités. Donc cet enfant, forcément, il va chercher à grimper sur tout ce qu'il trouve. Donc il va grimper sur le canapé, sur la table basse, sur tout. En gros, il y a deux options. Alors, c'est où on dit oui parce que chez nous, c'est OK de faire ça, et pourquoi pas, on lui apprend à monter et descendre du canapé de la table basse. Ou pour nous, c'est pas possible de faire ça pour raison de conviction, de matériel, de peu importe. Mais en fait, si on lui dit non à chaque fois, mais qu'on lui propose rien d'autre, bah, cet enfant, il aura toujours ce besoin d'expérimenter. Et du coup, on va passer notre vie à dire non, il va passer sa vie à être frustré. Et ça répond pas, en fait, au problème, si je peux dire. Par contre, cet enfant, si c'est non la table basse et le canapé, bah, ça va être oui pour je sais pas, le module de motricité, oui pour le petit matelas au sol, oui pour lui avoir mis deux, trois briques ou deux, trois trucs où il peut grimper. Voilà, c'est pas de détourner les crises, c'est juste de se dire, OK, l'enfant, il a un besoin là de faire ça, d'expérimenter. Comment je lui propose d'expérimenter tout en respectant les règles qu'on s'est posées et ce qui est la sécurité pour lui. Mais voilà, les alternatives, elles passent plutôt bien. Non, tu peux pas prendre le couteau de cuisine parce que c'est dangereux. Par contre, je vois que tu as envie de couper, je vois que tu as envie d'essayer. Bah, ou tu as un petit couteau pour toi, ou au pire un couteau de dinette, peu importe. Mais plus on va trouver de solutions en fait pour lui proposer quand même de tester, de découvrir, bah, plus ça fonctionne. Donc après, on adapte l'environnement aussi comme on peut pour éviter qu'il y ait 3000 règles tous les jours et 3000 fois non par jour. Effectivement, si cet enfant évolue dans un environnement où la table en verre, faut pas y toucher, ou je vous donne vraiment des caricatures, hein. Les bouteilles d'alcool, elles sont encore dans le placard qui est pas fermé. Il y a la collection de CD importante qui est à hauteur du sol. Il y a l'armoire qui peut s'ouvrir mais qui est fragile. Enfin, cet enfant, si on lui dit non à tout et qu'il peut rien expérimenter, ça va forcément être compliqué. Donc l'idée, c'est pas de faire de la maison une crèche où il peut tout toucher, mais c'est que voilà, on limite le nombre de noms. Il y a des choses où, ok, tu as le droit de vider tel ou tel placard, les boîtes à CD ou à DVD, si tu veux. Par contre, ça, non. Ok. On revient sur des règles un peu plus raisonnables. Nous, on s'épuise pas. Et l'enfant, il a quand même une marge de manœuvre. Et du coup, voilà, je parlais pas mal du jeu et des transitions, parce que souvent, c'est les moments de fin qui sont compliqués, les moments de rupture. Alors, il faut avoir l'énergie hein, de reproposer du jeu et du ludique, mais ces moments où on dit, voilà, c'est l'heure d'aller à la douche, c'est l'heure de faire autre chose. Si vous arrivez à faire une transition, voilà, l'enfant joue avec des voitures, avec, je sais pas, avec ses balles, peu importe. Bah, tiens, viens, regarde, on fait rouler la balle jusqu'à la salle de bain ou on fait rouler la voiture jusqu'à la salle de bain. Euh, Ça demande un peu d'énergie, mais c'est tout bête. Bah, l'enfant, il roule sa voiture ou sa balle jusqu'à la salle de bain. Vous avez fait une transition.
vous avez évité la rupture et souvent ça suffit à ce que ça se passe bien. Donc c'est des choses toutes simples, mais vraiment qui peuvent aider et vraiment faire la continuité avec le jeu que l'enfant est en train d'utiliser. Voilà, ça peut être ça, ça peut être pour aller coucher, je sais pas, en mettant la petite musique sur le chemin. C'est des choses toutes simples. Effectivement, ça demande toujours de se creuser un peu la cervelle, comme on dit, pour arriver à retrouver des petites idées. Et des fois, on n'a pas très envie, et en même temps, si on sait que ça peut faire que ça se passe bien, bah, des fois, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est des petites choses, mais vraiment qui peuvent aider. L'autre jour, j'avais une maman qui disait, bah, nous, c'est d'appuyer sur le bouton de la porte de garage le matin. Alors oui, ça devient un peu une habitude aussi, mais bah voilà, l'enfant sait qu'il va appuyer sur la porte du garage, il aime ça, mais du coup, ça le motive à faire tout ce qu'il y a avant. C'est rigolo, ça a contribué à l'autonomie, et nous, ça nous facilite la vie, donc pourquoi pas? Donc oui, toutes ces petites choses-là. Tout ce qui peut aider à faciliter les transitions, bah, c'est du temps de gagner au quotidien et de l'énergie de gagner au quotidien. Voilà. Et puis lui donner l'autonomie, c'est pareil, c'est du temps de perdu, comme on dit sur le début. Voilà, lui apprendre à s'habiller tout seul. Alors, en suivant son envie aussi, hein, mais oui, le laisser tester, le laisser essayer de mettre le t-shirt tout seul, les chaussures tout seul, bah, il va se tromper de sens, on va refaire, on va resserrer. Mais une fois qu'il sait les mettre tout seul, bah, déjà, lui, il est autonome, il est content. Et puis, nous, bah, en tant que parents, on gagne du temps aussi. Donc voilà, toute l'autonomie qu'on propose, c'est du temps de passer, c'est de l'énergie de passer, euh, mais c'est vraiment 100% bénéfique pour l'enfant et pour nous. Et petit mot aussi sur tout ce qui est punition et conséquences logiques. Ça, j'aime bien parler de ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est pareil. Les punitions, c'est de dire qu'une punition, en gros, c'est juste une menace ou une menace affective, j'ai envie de dire, pour affirmer notre autorité, en gros, ou pour sortir d'une impasse quand on ne sait pas quoi faire, punir l'enfant. Ça n'a pas d'intérêt éducatif. Euh, Au final, souvent dans le temps, ça a un intérêt limité parce qu'au final, l'enfant, au bout d'un moment, n'en aura plus forcément peur. Et du coup, on perd un peu notre moyen de faire. Et voilà, et c'est pas le mieux, même sur sa construction personnelle et tout. Donc voilà, les punitions, c'est pas l'idéal. Après, moi j'aime beaucoup ce que les Québécois utilisent et qu'ils appellent des conséquences logiques. L'idée de la conséquence logique, c'est pas de la menace, c'est pas de l'enjeu affectif, c'est juste, tu as fait quelque chose, quelle est la conséquence? Tu as jeté le livre par terre, quelle est la conséquence? La conséquence du livre, la conséquence, c'est que tu vas abîmer le livre, donc je dois enlever le livre. C'est pas une punition qui n'a pas de lien, c'est juste tu as jeté le livre par terre ou tu as jeté ton assiette par terre. Bah, du coup, il n'y a plus d'assiette, j'enlève l'assiette ou j'enlève le livre. Euh, il y a des choses, alors j'en cherche parce que là j'en ai plus en tête. Peu importe, alors ça peut aller loin à certains âges, mais tu veux pas mettre de chaussettes ce matin, ben tu testes, tu mets tes chaussures comme ça, tu vas avoir froid aux pieds. C'est la conséquence logique de pas avoir mis de chaussettes. Alors que la punition de si tu mets pas les chaussettes, c'est pareil, la conséquence logique, elle évite de se lancer dans des choses qu'on tiendra pas. Euh, et ça, je pense qu'on l'a tous dit à un moment ou à un autre, hein. Si tu mets pas de chaussettes, on n'ira plus jamais au parc. Euh, ben en gros, c'est des paroles en l'air parce que c'est pas vrai qu'on n'ira plus jamais au parc et on ne tiendra pas. Donc, si tu mets pas de chaussettes, par contre, on ne peut pas aller au parc ce matin. C'est la conséquence de ton acte. On va le tenir. Tant pis, on n'ira pas au parc ce matin. On s'engage pas sur du long terme. On s'engage pas sur des choses qu'on tiendra pas. Donc voilà, c'est toujours se dire, OK, s'il n'y a pas ça, ben, il y a une suite logique. Et ça, on l'applique. C'est pas un enjeu émotionnel, c'est pas quoi que ce soit. Mais on l'applique. Je sais que l'autre jour, j'avais une maman qui me disait, bah, si tu brosses pas tes dents, par contre, c'est terminé d'avoir des sucettes ou d'avoir le petit gâteau au chocolat au goûter, puisqu'il va y avoir des caries. Mais c'est juste logique. C'est s'il n'y a pas de brossage de dents, on ne peut pas manger de sucre. Et ça, c'est des choses qui marchent plutôt bien, qui demandent une petite gymnastique sur le début. Mais ça évite d'être dans l'enjeu affectif, dans l'enjeu émotionnel, dans la menace, et ça évite aussi de se trahir tout seul. Souvent, voilà, les trucs de on n'ira plus chez papy, mamie, on n'ira plus faire ça. On sait très bien que c'est pas vrai. Euh, Bah, en fait, on met un peu notre parole en jeu à chaque fois. Donc voilà, c'est des bonnes manières à utiliser, c'est des bonnes choses à utiliser. Et ça apprend aussi à l'enfant que bah, si on fait ça, bah, il y a une suite derrière. Il y a vraiment le lien de cause à effet. Et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, et on n'a pas à se sentir mal en tant que parent parce qu'on a menacé son enfant de telle ou telle chose. Il y a juste eu une suite logique à ce qu'il a fait. Donc voilà, je crois que j'ai abordé déjà pas mal de sujets. Alors on pourrait en rentrer encore
beaucoup plus dans tout le pratico-pratique et en parler pendant des heures, mais voilà, on a déjà tenu l'heure. Donc l'idée, voilà, c'est que c'est un mix de tout entre voilà, l'empathie, reconnaître où l'enfant en est dans son développement et quelles sont ses capacités, communiquer au maximum avec lui, verbaliser. Et voilà, avoir un cadre défini, avoir un cadre dans lequel il peut grandir. Quand on arrive à mettre en place cet équilibre-là, alors je vous dis plus ou moins bien selon les jours hein, et selon les situations, mais comme on peut, ben, ça nous permet d'aider notre enfant à grandir, à se développer dans sa manière émotionnelle, dans son être. Et on lui donne un maximum d'outils aussi pour qu'après il soit en capacité, en capacité d'être un adulte dans le monde qui l'entoure. Donc voilà, c'est toutes les clés qu'on peut lui donner dans son développement. Euh, et je vous parlais tout à l'heure, ça c'est ma petite anecdote perso que j'aime bien, de voilà tout ce qu'on a pu mettre en place comme verbalisation, comme reconnaissance des émotions, comme aider l'enfant. Voilà, moi j'ai eu toute cette période de crise où chez nous c'était la contenance et les câlins jusqu'à temps que ça passe. Et il y a eu des périodes compliquées de déménagement, plein de situations, plein de changements qui ont été compliqués, jusqu'au jour où ma fille arrivait à venir me voir en me disant je suis bloquée dans ma crise, il me faut un câlin, sinon ça ne passera pas. Et bon, là, on se dit, bon, bah, tout ce qu'on a mis en place pendant des mois, ça veut dire qu'elle a compris quelle était son émotion et ça veut dire qu'elle a compris qu'est-ce qu'allait l'aider à en sortir. Et de ce jour-là, en fait, il n'y a plus eu de grosse crise puisque dès que ça commençait à monter, bah, elle savait venir me chercher en me disant, là, je suis bloquée dans la crise, il me faut mon câlin. Donc, sur un ton, si tu me fais pas le câlin, là, ça va partir. Et de ce jour-là, ça a réussi vraiment à diminuer. Donc voilà, tout ce qu'on met en place pendant des mois d'accompagnement, oui, il y a un moment, ça paye. Donc voilà, et c'est aussi bah, savoir que bah, chaque jour, on se réinvente, qu'on fait comme on peut, que si on se trompe, bah, c'est comment je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, sur ces moments de crise, c'est OK, qu'est-ce qui a déclenché? Bah oui, peut-être que l'enfant était fatigué. OK, peut-être que je sais que la prochaine fois qu'il est fatigué, bon, bah là, on va y aller plus doucement, on va faire autrement parce qu'on sait que sinon, ça va partir en crise parce qu'il ne peut pas gérer. Voilà, et ben demain, on essaiera de faire autrement et on essaiera de faire mieux. Et peut-être que demain, ce sera pas mieux, et ben ce sera mieux le surlendemain. Mais voilà, vraiment d'accepter qu'on voilà, on peut pas être parfait. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous transmettre déjà. Du coup, on a juste Hélène qui est avec nous. Est-ce qu'il y a des questions ou des petites choses, ou est-ce que ça a répondu? Bon, ben, j'espère que ça a répondu déjà à pas mal de questions. Je pense que ça a répondu à pas mal de questions. Parce que vraiment, enfin, c'est bravo, parce que c'était extrêmement intéressant du début à la fin. Et Merci. c'était vraiment top. J'ai pas vu le temps passer. C'était génial. Et Merci je beaucoup. garde bien en tête Qu'as-tu le vécu? point final. Ma petite fille a 15 mois, a 16 mois maintenant. Alors, elle n'est pas encore dans la période d'opposition, mais je sens bien qu'on y arrive tout Ça va doucement. arriver Ouais, tranquille. Ouais. je sens bien. Mais du coup, non, vraiment, c'était super intéressant. Donc, Bon, bah, bravo. Et on sait que de toute façon, il y aura du monde sur les replays. Et ouais, ça, oui. La conférence est ça là. marche toujours très, très bien sur les replays. Eh Donc, ben, prochaine conférence le 3 avril sur la santé et l'environnement en lien avec la périnatalité. Donc, voilà. Encore merci, Madame Lotte. Vraiment, c'était super bien. eh ben, avec grand plaisir. Merci à vous et puis à bientôt. Merci.